Salut les gars, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, nickel. Je pense qu'on va d'abord se présenter. Moi, c'est Alexis. On va démarrer ce premier épisode de podcast sur de la philo, de la science. Je passe en master de bio et je me pose pas mal de questions de philo, notamment sur ce dont on va parler aujourd'hui, un peu le but de la vie, de l'existence. Tu as quel âge et tu te poses ces questions depuis quel âge? J'ai 22 ans. Vous les gars? 21 ans. Et Moi, j'ai 21 ans aussi. Ok. Nickel. On se connaît hein, depuis un petit moment déjà? Depuis depuis 4 ans. 4 ans. Oui. Je suis Michael. Donc, moi, j'ai 21 ans, comme ça a été dit. Contrairement à mes deux chers amis, je n'ai pas les compétences requises pour continuer les études. Du coup, j'ai décidé de faire gendarme. Donc, je suis gendarme sous-officier depuis très très peu. Et donc, j'ai un regard de la vie intéressant, parce que différent pour mon âge. Ok. À toi, David? Alors, donc, moi, c'est David, 21 ans aussi. Je suis en école d'ingénieur en informatique et statistique. Et à la fois, je suis aussi alternant en tant que data scientist. Et bah, je vous connais depuis le lycée, du coup, il y a 4 ans. Et puis, je m'intéresse à la philo aussi, un peu près depuis la terminale, un peu avant, mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse quand même. Ok, bah super. Euh, est-ce que déjà, selon vous, est-ce que la vie a un but? Bah, est-ce que déjà vous avez, selon vous, une réponse convaincante? Ou c'est plutôt des choix, des nuances que vous avez qui vous amènent vers un choix, mais vous n'êtes pas forcément convaincu non plus? Est-ce que vraiment, genre, vous êtes persuadé de votre réponse? C'est assez compliqué d'être persuadé de sa réponse vu la question. Et moi, je sens que je suis quand même relativement persuadé dans le sens où la vie en tant que telle n'a pas de but. Si on se considère en tant qu'être humain et tout, parce que généralement c'est en tant qu'être humain qu'on se pose ces questions. Enfin, on peut pas savoir si les animaux se posent ces questions, mais on en parlera sûrement après. Mais du coup, je pense pas qu'elle ait de but en tant que tel et que le but, c'est plus nous qui nous créons. Enfin, on le fait avec nos expériences, nos envies et tout ça. Si tu devais parier, tu paries surtout là-dessus. Ouais, effectivement. Ok. Bah moi, tu vois, je suis comme toi. Je pense qu'effectivement, la vie, elle n'a pas de but préconçu. Parce que tout simplement, je pense, et là je vais me référer encore à la biologie, que en fait, on est né du hasard. Je pense que donc c'est des... Avec les lois de la physique, des cellules ont pu apparaître sur Terre avec des conditions bien précises, mais le fait est que c'est du hasard qui a fait que petit à petit, on a pu avoir un organisme qui évolue et qui a évolué vers des trucs très très complexes qui sont capables de se poser ces questions aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se les pose. Mais du coup, si c'est arrivé par hasard, c'est qu'on n'a pas de but parce que voilà, c'est un peu l'idée que nous, quand on construit un marteau, on construit quelque chose avec une idée préconçue, une fin, de planter des clous ou des trucs comme ça. Si on n'a pas été créé, si on est arrivé par hasard, eh ben, il n'y a pas de fin à notre existence. On existe en tant que tel. Bon, c'est ça, hein, Oui, oui, l'existence l'existence. possède l'essence, c'est Exactement. bon. Et donc, je te rejoins totalement, David. Mais pour te rejoindre en même temps que contredire, oui, la vie existe depuis des milliards d'années, mais d'un point de vue factuel, je dirais que la vie existe pour continuer d'exister. Un exemple tout bête, ce serait, selon moi, l'instinct de survie, qui te pousse à rester en vie. Pourquoi tu voudrais rester en vie? Peu importe le moment que tu vis, tu as envie de rester en vie. Même quelqu'un qui est convaincu qu'il doit finir, il a cet instinct de survie. Ton corps te hurle de rester en vie, ton âme le fait également, inconsciemment et consciemment, et depuis tout temps. Et on a envie de transmettre la vie, on a envie de la créer avec des enfants, avec un partage. On a tout le temps envie de créer la vie et comment dire, de la maintenir, Je vais conserver. de la conserver. Hmm. Donc, la vie, selon moi, elle a le but d'en créer d'autres, de juste d'être maintenue. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un aspect de la question. Parce que au final, si par exemple on pense juste au but de la vie en général, pas la vie humaine, voilà. On voit les animaux, on se dit, ben, un moustique, c'est quoi son but? Une bactérie, c'est quoi son but?
bah, c'est de perdurer l'espèce, quoi, de faire perdurer l'espèce. Oui, en tant qu'individu, bah, son but c'est de s'alimenter, de rester en vie, mais aussi de se reproduire, du coup. Et se reproduire pour la faire perdurer, là, c'est la perpétuation de l'espèce. Et donc, si on retransmet ça à l'être humain, ça pourrait être un début. Ouais, alors, je vois le truc, c'est en effet un aspect de la question, mais moi je dirais plutôt que c'est pas réellement un but. Si on regarde la bactérie, par exemple, est-ce que c'est vraiment son but de se reproduire, de récupérer des nutriments, de manger? Ou est-ce qu'elle le fait mécaniquement? Moi, je pense qu'elle le fait mécaniquement parce que c'est ces mécanismes-là qui font que en fait, c'est dans son ADN, elle a évolué de telle sorte à maximiser son nombre de descendants. C'est-à-dire que elle a évolué dans un environnement où, pour sa survie, il est nécessaire qu'elle se nourrisse et qu'elle se reproduise pour la survie de l'espèce. Mais elle n'est pas en train de réfléchir à aucun but. En réalité, juste, elle suit ce qui lui est un peu dicté dans ses gènes. Ouais, mais Donc, je sais pas si c'est réellement un... Selon toi, il faudrait forcément en avoir conscience pour avoir ce but dans la vie. Tu vois, pour l'atteindre et pour l'appliquer. Il n'y a pas besoin d'être scientifique. Une bactérie n'a pas de conscience. Elle obéit à ses mécanismes et donc elle transmet ce but de la vie sans forcément en avoir conscience. Ouais, c'est là que je pense qu'il faut qu'on définisse le but. parce que là, en fait, quand tu as dit que c'est dicté dans ses gènes, Ouais. dicté, ça pourrait être interprété comme un but. Parce qu'elle fait tout pour maximiser sa vie, elle a évolué pour ça ressemble quand même à un but. Alors, certes, on pourrait penser que c'est un but de prime abord, mais il semblerait que si on dit quel est le but de la vie, se perpétuer, du coup on a une nouvelle vie, quel est son but de se perpétuer, en fait on arrive à un cercle où on n'a toujours pas compris quel était le but. Il n'y a pas de but qui transcende ce but de se reproduire. En fait, le but de se perpétuer, en gros, ça serait un peu enfin, le but de la vie, ce serait la lutte contre la mort. Mais pas au sens de l'individu, mais au sens de l'espèce. Alors pour toi, le dodo, il a perdu. Le dodo, il a perdu parce que du coup, il a plus de vie, donc il a plus de but. Ouais, mais c'est-à-dire que il est né, il savait qu'il avait plus de but. Là, tu Non, vois. non, là, D'ailleurs, je reviens sur la base de la base. La question, c'est quel est le but de la vie? Mais est-ce que la vie a un but? Bah, Est-ce que selon vous, oui? Moi, je suis convaincu que oui. eh bien, moi je suis convaincu que non, parce que le seul but qu'on puisse lui trouver, c'est un but qui est absurde, parce que c'est le but de se perpétuer. C'est comme si je répondais à une question, je sais pas, quel est le but de cette table? De faire son but de table. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si on part très loin, il n'y a pas besoin que quelque chose, tu vois, la vie, imagine qu'elle a été créée. Elle a été créée, voilà. Je veux bien imaginer pour l'exercice de pensée, mais Voilà. pour moi, elle a pas été créée, genre elle est apparue. Bon, elle est apparue. Ouais. Et le fait qu'elle soit apparue, elle a créé des buts, des objectifs. Elle n'est pas apparue pour remplir un but, mais le fait qu'elle apparaisse, ça en a donné un. Euh, en gros, c'est un but artificiel créé par la vie. Et donc, c'est un peu logique parce que si on parle du but de la vie, il faut bien une vie pour un but. C'est ça. mais alors, je pense que c'est purement du mécanique, c'est-à-dire que imagine un espace avec des choses qui bougent dedans. Mm. Et là, d'un coup, tu as une structure qui est pas capable de se démultiplier en deux. Et bah du coup, elles se démultiplient en deux, et maintenant elles sont deux qui sont capables de se multiplier en deux, et tu vois, elles se démultiplient. Imaginons qu'il y a une place limitée dans ton espace, tu peux avoir qu'un certain nombre de réplicateurs. Mhm. Et que ces réplicateurs, parfois ils changent en mal, parfois ils changent en bien. C'est-à-dire que parfois ils se répliquent mieux. Certains se répliquent mieux que d'autres. Il y a une compétition des réplicateurs. Et ben ça veut dire que s'il y a un espace qui est donné, s'il y a un réplicateur qui fonctionne mieux que les autres, c'est lui qui va faire plus de petits réplicateurs qui vont faire plus d'autres, et c'est lui qui va occuper tout l'espace de la pièce, au final. Mais, En fait, c'est un peu une métaphore de l'évolution. La vie, c'est juste des structures qui sont d'abord apparues par hasard, des réplicateurs. Plus ils fonctionnent bien, plus ils se répliquent.
Et après, il y a une émergence de tout plein de propriétés qui sont incroyables, telles que la vue, enfin, le toucher et tout, jusqu'à la conscience et tout ça. Et en fait, il y a toujours pas de, c'est juste, c'est du mécanique. Tout ce qui se passe, c'est, par exemple, je lance quelque chose, ça rebondit, ça touche quelque chose, qui fait bouger quelque chose d'autre. C'est que du mécanique. Tu vois? C'est que des interactions. Et le fait que ce soit mécanique, ça empêche qu'il y ait un but. Alors moi justement, je voulais en parler. Donc, toi, tu disais, tu as donné l'exemple d'une table. Une table, Ouais, c'est quoi son but? C'est pas détruire une table, de poser des trucs dessus et tout. ouais, Et donc, ça c'est bon, une table n'a pas de conscience. Mais si on revient à bah, le réplicateur, là. Si ouais. on donne une conscience au réplicateur, ce qu'il voudra, c'est répliquer le plus possible pour occuper tout l'espace. Et en fait, ça, c'est la volonté de persévérer dans son être, Oh, qui est, c'est, c'est de Spinoza, c'est le conatus. ok. Ouais. Et donc, selon lui, ça, c'est égal à être heureux, en fait. T'es heureux quand tu persévères dans ce que tu es, et parce que pour lui, on n'est pas, on est déterminé, et donc on est quelque chose. Faut continuer dans cet être-là. En fait, faut accepter qu'on est déterminé, c'est ça? En fait, oui, si t'es conscient que tu es déterminé et que tu es conscient de ton être et que tu es conscient du coup de la persévérance dans ton être, ça la liberté selon moi. Ok. Et donc ça pourrait être une sorte de but, le but de trouver qu'est-ce qu'on est, qui on est et persévérer là-dedans pour atteindre le bonheur. Le bonheur aussi serait donc le but là-dedans. Ok, intéressant. Du coup, on commence à s'approcher au but de l'homme. Parce que, Ouais, non, 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 effectivement. non, on est en train de parler du but de la vie. Ouais. Parce que le but de la vie, c'est quelque chose qui pourrait être commun à une bactérie, à un arbre et à nous. Et si on commence à parler d'être heureux, est-ce que on est en train de se rapprocher du but de l'homme? Ou est-ce que ça peut encore s'appliquer aux animaux? Est-ce qu'une vache elle peut être heureuse? Bah, ça dépend comment on définit heureux, mais moi je pense que c'est pas impossible. Ouais, je peux faire. C'est pas logique quand tu vois. Alors, exemple chelou. Quand tu vois le bœuf de Kobe, techniquement, c'est un bœuf qui est d'une qualité exceptionnelle parce que la vache a été traitée dans des conditions magnifiques avant qu'elle en devienne effectivement quelque chose de comestible. Et du coup, bah, sur le de Kobe, tu vois vraiment la différence avec une vache bah, qui a vraiment subi sa vie, qui a pas eu de bonheur, pas eu de joie. Donc, une vache peut être heureuse parce qu'on le voit rien qu'à la qualité de ses fibres musculaires, rien qu'à la qualité de son corps, de son métabolisme. Ok, après, c'est pas très scientifique comme manière de. Enfin, est-ce que quand tu manges quelque chose qui va être meilleur que quelque chose d'autre, tu vas dire, ah, là, il était plus heureux? Non, mais je dis que un être vivant ou quelque chose qui va devenir comestible, s'il a été traité dans de bonnes conditions avec, on dirait, bah, si c'est un animal, avec du respect, avec du repos, voilà, avec vraiment des conditions optimales pour vivre une bonne vie quand même, avant d'être abattu, et ben ça se voit dans les fibres musculaires, ça se voit dans le métabolisme, dans ce qu'il va t'apporter nutritionnellement. Donc, par définition, ça veut dire qu'il y a bien une différence entre une vache heureuse et une vache heureuse, maltraitée, Ouais, mais avant qu'elle ait été heureuse ou non. je suis pas sûr parce que prenons l'exemple humain. Mm. On a une personne, elle a fait du sport toute sa vie, elle est voilà, elle était vraiment déterminée là-dedans, elle allait à la salle, elle mangeait bien et tout, mais genre elle se forçait. Et Mm. c'était pas son truc, mais bon, elle par un code d'honneur ou je sais pas quoi, elle le faisait, je sais pas, peut-être c'était un militaire ou quelque chose, mais il aimait pas, genre il était pas heureux, il avait d'autres problèmes dans la vie et tout. Et à la fin, il meurt, voilà, peut-être, je sais pas, il s'est peut-être suicidé, je sais pas, voilà, c'est un exemple. Et à côté, t'as un obèse qui va au McDo tout le temps, qui joue que aux jeux vidéo. Bon, je caricature, mais voilà, je prends des exemples extrêmes. Mais lui, par contre, il a adoré sa vie, franchement, il était très heureux, et il a même une compagne, des enfants et tout. Enfin, vraiment, c'était très bien. Mais par contre, quand on verra le cadavre de l'un et de l'autre, ben on se dira celui qui a, enfin selon ta logique, celui qui a vécu la meilleure vie, c'est l'homme musclé et tout
qui est dans une condition physique vachement meilleure que le gros. Bah, on comprend, mais la différence, c'est que la vache, c'est toi qui décides ce que tu lui donnes à manger et son état. L'obèse, c'est lui qui décide de devenir obèse. Ça, c'est mon avis aussi, c'est que le corps que tu as, c'est souvent un choix. Et aussi, c'est que ça se verra aussi sur le corps. Un homme qui s'est forcé, qui du coup a subi du stress, ça se verra sur le corps. Donc même si tu es, comme tu dis, obèse, morbide, mec qui a beaucoup de gras et tout, en l'occurrence, ça se verra qu'il n'a pas eu de stress, qu'il a eu un stress peut-être métabolique, parce qu'à un moment, bah, tu lui donnes trop de mauvais aliments, voilà, ça se verra dans le corps. Mais mentalement, le fait qu'il n'ait pas été stressé, qu'il ait été heureux, ça se verra aussi sur le corps. Parce que le stress que tu as émotionnellement, il joue énormément sur ton corps. Ok. Ouais, je suis au courant que ouais, le stress, effectivement, en tout cas, c'est un des facteurs qui peut augmenter ou accélérer le vieillissement. Et c'est aussi un gros facteur qui réduit tes performances en course à pied ou dans plein de sports, etc. Donc en fait, enfin, je parle d'un mauvais stress, par exemple, un stress chronique ou quelque chose comme ça, un malaise, ça empêche la performance. Par contre, c'est du bon stress, effectivement, une compétition. Mm. Les athlètes qui sont un peu stressés et vraiment ils performent super bien. Donc voilà, mais effectivement, le stress, ça peut avoir un effet sur le corps directement visible. Bon, dans les films musculaires ou quoi, je sais pas à quel point on peut le détecter sur un cadavre, hein, mais ça a un effet sur le corps, ça c'est sûr. Mais du coup, on s'est un peu éloigné du sujet, si je ne m'abuse. Oui, oui, t'as raison. Ouais. Euh, Donc on ok, parlait du bon, bonheur on animal. parlait au début, alors, on a parlé un peu de temps sur le sens de la vie. On a émis une hypothèse qui serait que le sens de la vie, ce serait de perpétuer l'espèce et de survivre. Chacun se fera une idée dessus, c'est assez complexe. Est-ce que vous pensez que maintenant, si on parle du bonheur de la vie humaine, est-ce que ça change notre rapport au but de la vie, selon vous? Totalement. Totalement. Parce que ça nous ouvre bien plus de buts, d'objectifs, en fait, ça nous ouvre l'esprit, surtout là où un animal, comment dire, sans conscience, va simplement, enfin, simplement, je caractérise, plaisir, manger, dormir, boire et se perpétuer, baiser, Ouais. bah, nous, on va se faire la même chose, avec plus de violence. Parce que nous, on va se dire aussi manger, boire, dormir, tout ça. Mais on va se dire aussi aller au travail, on va se dire écrire un mail là-dessus, répondre à ça. Mais Et la est-ce que d'attraction. est-ce que ça contribue vraiment au bonheur ou est-ce que ça nous en extrait? Est-ce qu'on serait pas plus heureux si on vivait dans la nature C'est vrai. avec des bouts de bois et en construisant notre cabane? Je pense pas, parce que ça dépend, là, pour le coup, je pense que ça dépend vraiment des gens, en l'occurrence. Si tu vois certaines personnes qui, eux, leur but, c'est d'aider la société. Aider la société, c'est pas un but que peut avoir un animal. Il va se dire, bah tiens, moi j'aimerais aider tous les animaux de mon espèce dans le monde. Ils ont pas la conscience pour. Ils n'ont pas la conscience pour élargir le truc, pour se dire que bah, déjà, le monde, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà. Ouais, bien sûr. Mais beaucoup d'humains ont cette pensée en disant, bah moi je veux me sentir utile à la société, je veux l'aider. Et ça les anime et ça les rend heureux quand ils pensent y arriver ou quand ils pensent y contribuer. En l'occurrence, ça reste un objectif que tu ne peux avoir qu'en étant conscient. Pour moi, dès qu'on parle de but de la vie humaine, ça devient tout de suite plus un but particulier, un but du particulier, propre à chacun. Et même peut-être pas qu'un but, peut-être que plusieurs buts. Peut-être on peut les différencier ou en fait les regrouper tous ces buts ensemble et dire bon, le but c'est t'as une liste de buts, tu coches les cases, et une fois que tu as coché les cases, tu as atteint le but. Mais bon, après ça c'est une autre question. Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre ce but? Parce que peut-être qu'il y a un but, mais qui est inatteignable, qu'on peut tendre vers ce but, mais on peut jamais le toucher. C'est comme le bonheur. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ah bah là, je suis heureux et c'est bon.
C'est bon, j'ai fini ma vie, j'ai accompli ma vie, je suis heureux maintenant. Ça arrive, on peut être heureux à un instant, on peut se sentir heureux à un instant, même pendant quelques temps. Mais est-ce qu'il y a un moment dans la vie de quelqu'un où il peut se dire, bon ben, à partir de ce moment-là, je suis heureux jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que quelqu'un peut se dire à un instant T, là, je suis heureux jusqu'à la fin de mes jours? Exactement. C'est Euh, parce qu'il aurait accompli son but. ouais, je pense qu'il peut se le dire. J'en suis plus ou moins convaincu parce que c'est sûrement déjà arrivé sur le nombre de gens sur Terre. Il y a sûrement des gens qui se le sont dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus interne? Est-ce que le but que la personne se donne, c'est le but? Ou est-ce qu'il y a aussi un but que la personne ne sait pas qu'elle a? Déjà, même si la personne avait un but, elle le connaissait pas, il y a une dissociation. Peut-être qu'elle pense qu'elle a atteint un but et en fait, elle n'a pas atteint son vrai but et c'est pour ça que nous, quand on a des objectifs, on les atteint. Après, on est heureux pendant un moment, mais peut-être que c'est pas le but ultime aussi. Parce que le but de ta vie n'est pas forcément ton but ultime ou dès que tu atteins, hop, tu peux mourir. Ça peut être un but atteint relativement tôt, qui t'empêche pas après d'en avoir d'autres moins élevés. En fait, quand j'ai dit oui, moi, par exemple, je pensais au fait d'avoir un enfant. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vraiment, dès qu'ils ont eu un enfant, ils se sont dit, OK, à partir de là, entre guillemets, si je meurs, c'est pas grave, j'ai mon enfant. Tu vois, cet enfant-là est né, son existence vaut mieux que la mienne, donc en fait, c'est bon, c'est fini. oui. Maintenant, si je continue, tant mieux. Mais si ça s'arrête maintenant, c'est moins grave que si la sienne s'arrête. Oui, bah en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la perpétuation de l'espèce. Parce que si on se sent accompli quand on a un enfant, d'ailleurs, mon père me l'a dit aussi que quand tu as un enfant, tout change et que tu deviens plus, tu deviens plus pas que le protagoniste de ta propre vie. Les enfants, ils jouent leur rôle important. Et bah ça signifie aussi que peut-être que le but c'est avoir un enfant ou des enfants. Et ça revient, on est des animaux et on veut perpétuer notre espèce. Et on se sent accompli une fois l'avoir fait. C'est intéressant. Je pense que ça joue. Mais moi, j'ai une théorie plus générale. Je pense que pour nous, en tant qu'humains, notre but, c'est d'être heureux et que c'est le but unique. Et que tous les autres buts rentrent dans celui-là. C'est-à-dire que avoir un enfant, si ça te rend heureux, c'est pas tant que ton but ultime, c'est d'avoir un enfant. Ton but ultime, c'est d'être heureux. Mais quasiment rien ne te rend plus heureux que d'avoir un enfant. Hmm. Donc en fait, c'est un des buts, en quelque sorte, d'avoir un enfant, qui va le mieux satisfaire le but ultime, qui est d'être heureux. Et en fait, voir son enfant grandir, c'est une source de plaisir continu. Donc c'est contribuer à être heureux. Donc c'est continuer d'alimenter ce but ultime, en quelque sorte. Et pour compléter cette théorie, bon, c'est connu, hein, mais c'est l'idée que le bonheur, c'est indissociable du plaisir. Et c'est ne pas faire l'erreur que le bonheur, on peut penser que c'est un état de plénitude constant, un état de légèreté, mais en fait, c'est indissociable du plaisir. Et c'est vraiment la maximisation des petits plaisirs chimiques. C'est une addition. Ouais, Addition de plaisir. c'est une addition de plaisir. Et c'est aussi avoir le moins possible de souffrance, parce que ça va de pair. Ce qu'on interprète comme du bonheur, c'est juste une addition de plaisir. Et d'où le but de la vie, ce serait de maximiser ses plaisirs. Mais c'est là qu'il y a une précaution à prendre, c'est qu'il ne faut pas satisfaire n'importe quel plaisir, n'importe comment, n'importe quand. Parce que si je satisfais n'importe quel plaisir immédiatement et n'importe comment, je risque de passer à côté de plaisirs plus lointains. Donc en gros, si je me rends malade, par exemple, avec la malbouffe, ou l'alcool, ou n'importe quoi, ce genre de choses, je vais me donner beaucoup de plaisir immédiat, mais je vais négliger le plaisir à moyen et long terme. Donc, en fait, être heureux, ce serait à celui qui est le meilleur mathématicien, le plus intelligent, qui est capable de le mieux peser sur la balance, c'est les actions qui vont rapporter du plaisir, qui vont limiter la souffrance, et ce, à moyen, court, long terme.
Et faire un enfant, ça rentre dedans. Et en fait, toutes nos décisions, ça rentre dans ce calcul-là, inconsciemment ou consciemment. Ok, donc le but, ça serait le bonheur et le moyen, ce serait le plaisir. Ce serait Non, le bonheur et le la... plaisir sont la même chose, Ouais, et c'est le but. C'est juste que le plaisir, c'est ce que tu ressens corporellement. ok. Et en fait, le bonheur, c'est ce que tu ressens corporellement, mais intégré dans le temps. Mm. C'est-à-dire, moi, avoir des discussions intéressantes, lire un livre, scroller sur Instagram ou manger des cacahuètes, ça me donne du plaisir instantanément. Et il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de faire, mais que je vais faire dans le but qu'ils me donnent du plaisir plus tard. Et je suis constamment en train de jouer sur le fait d'avoir du plaisir, et si j'ai suffisamment de plaisir, mon cerveau va l'interpréter comme du bonheur. Mm. Ok, Ouais, c'est ça. C'est en gros le plaisir et le bonheur, c'est la même pièce en fait. C'est juste que j'interprète comme du bonheur quand j'ai suffisamment de plaisir. Mais c'est la même chose. C'est une question de quantité ou de durée qui change. La substance, la matière est la même. Mm. C'est la chimie dans mon cerveau qui me fait me sentir bien. Selon vous, c'est quoi les leviers? Ce but de la vie, c'est d'être heureux. Ouais. Comment être heureux, les leviers les plus impactants, et même des leviers que des gens de notre génération, par exemple, ne soupçonnent pas être aussi importants, négligent peut-être par notre société, notre génération Z, mais je veux dire, des leviers vraiment importants qu'il faut vraiment mettre là-dedans, et notamment des plaisirs lointains et qui peuvent t'apporter du bonheur fou. Selon vous, les leviers les plus importants. Euh, J'en ai un tout simple. ouais, dis-nous. Manger. Manger bien. Mais manger bien. J'allais dire, mais je me demandais si on avait pas encore plus. Enfin, il y en a des plus simples. Mais un simple, du coup, vraiment, on peut agir là-dessus tous les jours et très très bien. C'est manger bien. Ouais, ouais. Ça te change ta vie. Enfin, ta vie, j'abuse, mais tu te lèves, t'as de l'énergie toute la journée. Quand tu manges, t'es heureux de manger. Manger à ta faim. Manger à votre faim, c'est bien. Comment régler le problème du monde. Mais Sachant qu'il y a des gens qui c'est souffrent c'est de la juste faim dans le que monde. c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ça alors qu'ils ont la possibilité de bien manger. Et ça, c'est un truc qui me rend fou, c'est quand tu as le pouvoir d'avoir le choix, quand tu as le pouvoir de choisir Ouais, les mais différentes options et que tu ne choisis pas la bonne, mais juste par flemme. bah, ouais. ça dépend. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est tout un régime. Ah oui, je suis connu pour avoir souvent la flemme de faire beaucoup de choses. Mais par contre, je mange bien quand même. C'est vrai. J'ai la flemme de Mais faire tous les trucs inutiles. c'est connu à tort comme un flemmard parce que. Ah, ça dépend. Je vois que t'es pas d'accord avec eux. Bon, on fera peut-être une parenthèse sur ma flemme ultérieurement. Faut pas une digression de 45 minutes plus tard. Après le podcast, Mm. après l'enregistrement. Donc toi, t'en penses quoi? La question, c'était quoi déjà? Les leviers, Le levier, ouais, Ouais, le levier du bonheur. ok. Bien manger, ouais, j'en suis convaincu aussi. Ça fait partie des leviers. Bon, faire du sport, c'est dans le même. Enfin, voilà, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, ça en fait partie. Si tu veux, j'en ai un. toi, c'était dire, par exemple, voyager, mais parce que Ouais, 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 mais voyager peut-être, mais en fait, ça dépend parce que selon la théorie que je vous ai dit précédemment, c'est la théorie de Bentham, c'est un philosophe anglais, Hmm. et c'est voilà, c'est le fait que le plaisir est indissociable du bonheur et qu'il faut toujours maximiser son plaisir et faire les actions qui maximisent son plaisir sur tous les niveaux de temps. Et ben en fait, le plaisir de chacun il est subjectif. Moi, je vais trouver beaucoup de plaisir dans le fait de voyager, donc pour moi, c'est intéressant de voyager parce que ça va me donner du plaisir et donc du bonheur. Si des gens ont plus de plaisir à faire d'autres choses, mais qu'ils fassent d'autres choses. Donc, manger, c'est un très bon exemple parce que ça, c'est commun à tout le monde. Et c'est pas subjectif. Il y a des Oui. gens qui vont préférer manger telle chose, mais c'est objectif le fait que les courgettes, c'est meilleur que les Kinder Bueno. Du coup, il y a quand même une objectivité du fait que c'est mieux de manger bien que de manger moins bien. Donc ça, c'est un vrai conseil. Voyager, je pense que c'est un bon conseil pour la plupart des gens. Et selon toi, enfin, ça serait pas objectif de dire que voyager t'apporte du bonheur. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui vraiment
préfèrent être sur place. Et genre, voyager, ça leur provoquerait du malheur. Et il y a peut-être des gens qui trouvent vraiment leur bonheur dans s'instruire, dans rester chez eux et apprendre plein de trucs et rester dans. Oui. Il y a des philosophes qui sont restés très très proches de chez eux et qui n'ont pas bougé. Ah, mais par choix. Ouais, par choix, il me semble, par choix. Parce qu'ils étaient dans la conviction de travailler sur leur œuvre. En fait, j'ai qu'un exemple, c'est Kant, mais il a révolutionné la philosophie. Du coup, je sais pas si on peut donner un conseil qui soit général. Je pense que bien manger, ça me fonctionne. J'en ai un. Ouais, dis-moi. C'est apprendre à se connaître soi-même. Ouais, ok. Tu peux développer là-dessus? Oui, bah déjà, savoir ce qu'on veut, c'est assez, pour beaucoup de personnes, c'est assez compliqué. Et donc, apprendre à se connaître soi-même, c'est non seulement savoir ce qu'on veut, mais aussi savoir ce qu'on est, comment on réagit face à des situations, comment réagir par rapport à nos réactions, comment réagir par rapport à nos émotions. Et quand tu es conscient que tu agis d'une certaine façon, quand tu es conscient que un événement te fait sentir d'une certaine façon, bah d'un coup, tout devient plus facile. Il y a beaucoup de fois où on est énervé, on se rend pas compte qu'on est énervé, où on est énervé, on sait pas pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on est énervé. Et dès qu'on sait pourquoi on est énervé, bah d'un coup, on est moins énervé. C'est le fait de se connaître mieux, de se connaître, de connaître ses sentiments, d'être en phase avec ses sentiments. Attention, c'est pas du tout, ça peut pas du tout dire de ne pas avoir de sentiments ou les réprimer ou quoi. Au contraire, justement, il faut les expérimenter, faire l'expérience de l'énervement, de la joie, de l'amour. Et par contre, de se dire, ah bah là, je suis heureux. Parce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas quand ils sont heureux. Ils reconnaissent que après où là je suis triste. Pourquoi je suis triste? J'ai le droit d'être triste. Ça va. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Pour être mieux dans sa peau, et être mieux dans sa peau, c'est quoi? C'est moins être malheureux. Moins être malheureux, c'est quoi? C'est être heureux. Ouais. Mais comment tu fais concrètement? C'est-à-dire qu'un jour, tu te poses et t'écris ce qui, ou juste tu te poses la question. Alors, tu peux le faire de plein de façons différentes. Évidemment, je ne suis pas psychologue, donc Ouais, non, bien je sûr. pourrais pas te dire. Mais d'expérience, moi, je fais beaucoup de rétrospectives sur moi-même, du coup, souvent sur les relations avec mes proches, comment j'ai réagi par rapport à certaines choses, comment j'ai agi. Et grâce à ça, je me connais mieux. Après, tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Et en fait, souvent, si jamais tu écris ce que tu ressens à un instant T, et que tu relis ça un peu après, tu le verras avec une perspective totalement différente, comme si c'était quasiment une autre personne, et tu remarqueras des choses que t'as pas remarquées quand tu étais sur le moment. Donc ça peut t'aider. Un autre truc qui peut aider et qu'on fait à peu près tous, c'est en parler aux gens autour. Et puis généralement, quand les gens ils sont en dehors de ce que tu vis, ils arrivent à avoir de la perspective extérieure et te la donner. Et donc, à travers les autres, t'apprends à te connaître mieux. Parce que ça te change les points de vue. Et du coup, la réussite de ce contrôle-là, de ce contrôle dans tout ce qui se passe, ça serait réussir à avoir différents points de vue de la situation quand elle se passe, mais sur le présent. Oui, C'est-à-dire, tu vis quelque chose, et bizarrement, ton être conscient ou inconscient est ailleurs, vraiment ailleurs dans la pièce. Regarde, limite, regarde la scène et dit, ok, bah là, en fait, tu réagis comme ça parce que lui t'a dit ça et que c'est ça, ça. Mais ça, c'est quand même difficile à voir, mais c'est faisable. Et quand tu atteins ça, bah, c'est magnifique parce que ça te permet d'avoir le point de vue de la personne en face de toi, de comprendre pourquoi il dit ça. Et bah là, récemment, j'ai lu quelque chose, j'ai pas toutes les sources, mais de quelqu'un qui disait, au lieu de forcément, quand quelqu'un dit quelque chose, penser à ce que tu vas dire après, essaie de penser pourquoi l'autre il dit ça. oui, c'est très intéressant. Moi, j'avais lu que justement sur tout ce qui est apprendre à écouter, Mhm. de pas attendre que l'autre finisse de parler pour dire ce qu'on veut, Mhm. mais bah, du coup juste écouter l'autre. Et après, bah, même si t'arrives pas à caser ce que tu voulais, c'est pas grave.
Peut-être on parlera à un autre moment ou peut-être pas. Mais voilà, ne pas forcer les choses dans la discussion juste parce que tu y as pensé un coup, et après t'arrêtes de l'écouter parce que tu essayes juste de caser ce que tu veux. Ça arrive souvent, et c'est un peu dommage parce que du coup on parle, mais on s'écoute pas. Ouais, c'est bon. C'est très, très pertinent ce que tu veux dire. Mais, Ok. Est-ce qu'on a d'autres conseils pratiques? moi, Ah, Tiens, si t'en as d'autres, David, ou... on a chacun dit, enfin toi, t'as dit que Ouais, ça, après, ça dépendait des gens. ouais, j'ai dit que ça dépendait des gens, je sais pas. Euh, Peut-être qu'il faudrait juste se demander ce qu'on aime. Essayer de... Souvent, quand on a un choix, une décision à faire, vraiment se demander laquelle est la meilleure pour nous, et pas seulement celle qu'on veut faire instinctivement. Bah, par exemple, pour bien manger, si à chaque fois on se demandait ce qui était meilleur pour nous et pas ce qu'on préférait manger instinctivement, on mangerait mieux. ouais. Parce qu'on serait plus dans le calcul. Mais il faut pas que non plus ça nous prenne la tête, mais voilà, de temps en temps y réfléchir. Je pense que ça fait pas de mal. Ouais, c'est pas mal. j'ai une question en tête qui a rien à voir peut-être avec le sujet. Ouais. Je pense qu'elle a rien à voir avec le sujet. Mais dans, je trouve, les leviers importants, il y a le partage, parce que j'ai l'impression que, en fait, ça te décuple toutes les émotions que tu peux vivre à un instant T, dans le bien comme dans le mal, le fait de partager un événement. Mais est-ce qu'une fois ça vous est arrivé, genre vous avez vécu quelque chose, ou parce que vous l'avez vécu seul, bon, ça s'est décuplé par rapport à si vous étiez avec quelqu'un? Exemple, la meilleure nuit que vous avez passée à juste dormir, hein, c'était probablement avec quelqu'un. Donc je sais que c'était parce que bah, une nuit j'ai dormi avec quelqu'un, que j'étais bien mieux que si j'avais dormi seul. Est-ce qu'une fois, parce que vous étiez seul à un moment d'une action quelconque, c'était bien mieux que si vous étiez accompagné? Je sais pas si j'ai été clair. Alors, déjà, oui, je trouve que tu as été clair. Et je pense que oui, il y a des moments où je préfère être seul. Il y a des situations où je préfère le faire par moi-même. Après, est-ce que c'est décuplé parce que je suis seul? Je j'ai pas forcément d'exemple en tête. C'est juste que j'ai des préférences par exemple, pour dormir, généralement, je dors mieux seul. Moi, j'ai un truc assez particulier, c'est que j'aime bien aller au cinéma seul. Parce que je vais voir le film que j'aime bien, à l'heure que je veux, dans la langue que je veux, et puis j'ai pas besoin de rendre des comptes à personne et donc ça j'aime pas mal. Mais bon, après, si j'y vais avec quelqu'un et que toutes les conditions font que je vois le film comme je veux, en fait, elle va pas non plus altérer mon expérience. Bon, à part si elle est en train de commenter le film toutes les 30 secondes, ça évidemment, c'est énervant. Est-ce que là, par exemple, ton meilleur souvenir de bonheur au cinéma, c'était seul en compagnie? Ça a le droit d'être seul, hein, toi, dans tes souvenirs. Alors, dans mes souvenirs, bon, c'était pas forcément au cinéma, c'était en regardant un film. Donc, je sais pas si ça rentre dans la question. Mais, euh, mais oui, c'était seul. D'accord. Bah, Mais je trouve ça. c'était parce qu'en fait, c'était la relation entre le film et moi. Mhm. Donc, généralement, l'autre personne, la personne qui m'accompagne, par exemple, ou les personnes qui m'accompagnent, ne rentrent pas en compte dans la relation entre le film et moi. C'est vrai que quand je regarde un film, j'ai tendance à m'investir pas mal. Mm. Tu essaies de vivre le film. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour moi, voilà, c'est Par contre, un autre plaisir. si tu regardes un film de merde, là, t'es content d'être avec des potes parce que vous commentez le film et tu t'en fous qu'on commente le Oui. film parce que... Et donc, Mais ça, c'est une toute autre manière de voir un film. oui, c'est une expérience différente. Ouais. Là, je vais pas voir le film pour le film. Il y a plus de relation en tant que telle entre le film et moi. Le Il y a film, plus une relation entre toi et tes potes. le Exactement. film devient un prétexte Exactement. à tout, à une discussion, c'est génial. Mm. Ouais. Et j'ai des fois beaucoup plus préféré regarder un film de merde avec un pote qu'un bon film. Bon, ouais, au final, Oui, Oui. oui, oui. ouais, tu partages pas quand tu regardes un bon film et puis des fois tu Et, dis, ah, t'as plus de temps, hein. ouais. Mais du coup, est-ce que nous, en tant qu'individus, on doit rechercher notre bonheur propre? Est-ce qu'on doit essayer de faire croquer? Et est-ce qu'on doit essayer de maximiser le bonheur de nous-mêmes et des autres? Alors,
si chacun contribue à son propre bonheur, tout le monde est heureux au final. Chacun se concentre sur son bonheur. Oui, mais du coup, si mon bonheur impacte ton bonheur, peut-être que mon bonheur impacte plus ton bonheur que ton bonheur sur le mien ou le bonheur des autres. Et il y aura des personnes qui seraient vachement plus impactées par le bonheur des autres que d'autres. La liberté de l'un peut empêcher, enfin, la liberté de bonheur de l'un peut empêcher celle de l'autre. Et si jamais tu veux qu'on s'arrête au moment où, bah, ton bonheur va entacher sur le sien, bah, ok, tu seras heureux, mais là où tu serais heureux à ton plein potentiel, ce sera un moment où ça l'entache. Ouais, ouais, non, bien sûr. Donc, en fait, Il faut on pas être. t'empêcherait d'être heureux à ton plein potentiel, mais pour que tout le monde soit heureux au même niveau. Mais ouais, je sais pas si le fait que je sois heureux à mon plein potentiel veut forcément entacher le bonheur de quelqu'un d'autre. Peut-être pas toi. Regarde le Marquis de Sade. Vas-y, éclaire-moi. Alors, lui, il adorait, attends, bon, je me souviens plus exactement, mais je crois il adorait violer des prostituées puis les tuer. C'est là que ça vient le sadisme. C'est là d'où vient le sadisme. Et donc lui, ça lui procurait énormément de plaisir. Ça se trouve plus de plaisir que qu'un truc simple pour nous, qu'un truc qui nous procure du bonheur. Mais lui, c'était vraiment assez fort. Et donc et de façon répétée, donc ça faisait beaucoup de bonheur dans la balance. Ouais. Mais ça provoquait énormément de malheur sur bah, du coup les femmes, les prostituées qui étaient violées puis tuées, il me Ouais. semble. Là, sur la balance, il produit plus de malheur que ce qu'il gagne en bonheur. Parce qu'il tue plusieurs Oui, personnes. mais du coup, si donc là, on a une distinction entre le bonheur individuel Ouais, et le bonheur collectif. et le bonheur collectif, oui. Parce que individuellement, il a maximisé son bonheur, Ouais. mais là, ça empiète effectivement sur le bonheur des autres. Donc, il faudrait quoi? Il faudrait maximiser son bonheur jusqu'au moment où il entache celui des autres. Oui, mais ça se trouve, il y a des personnes qui sont coincées entre le bonheur de plusieurs personnes. Par exemple, ok, si il y a deux personnes et que leur bonheur se chevauche, bah on prend à la moitié et les deux auront le même bonheur. Ouais. Maintenant, on prend trois personnes, sauf qu'il y en a deux sur les côtés, une au milieu, pour être schématique. Ah, Et ok. il y en a une qui empiète sur celle du milieu, celle de droite empiète sur celle du milieu, celle de gauche Et aussi. c'est le milieu. Et donc, on coupe à la moitié aussi. Mais là, celle du milieu, elle a moins de bonheur que celle sur les côtés. Et donc ça, c'est juste pour trois personnes. Mais imagine le nombre de personnes qu'on est sur Terre. Et Ouais. c'est sûr, il y aurait des gens qui auraient quasiment pas très peu de bonheur comparé aux autres. Je crois que c'est quelque chose qui arrive d'ailleurs parce que, pas forcément, bah, forcément, il y a des gens plus heureux que d'autres et plus libres d'être Sans, sans condition, ouais. hein. Voilà, sans limite. Quand t'as dit les deux personnes plus celle au milieu, un enfant auquel ses deux parents sont séparés et veulent, tu vois, la garde de l'enfant pleine, bah, les deux vont se disputer la garde. Celui qui en aura le plus sera le plus heureux des deux. Mais au milieu, l'enfant, lui, ne le sera jamais parce qu'il aura jamais ses deux parents en même temps et il va jongler entre les deux. Enfin, c'est un exemple qui me vient en tête, mais du coup, qui va dans le sens de la vie. Donc, c'est vrai qu'en fait, à un moment, bah, le bonheur de plusieurs personnes t'empêche vraiment de toi être, Donc le bonheur collectif, c'est quelque chose d'assez complexe quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Et parce que déjà que le bonheur individuel, il est compliqué à cerner. Bah, là, on parle du coup du postulat qu'il est lié à 100% au désir et que c'est juste une accumulation de désirs bien calculée. Ouais. Mais si vous acceptez ce postulat, Oui, là, on partait du postulat. ouais. Là, pour l'instant, j'ai pas trop eu de contre-exemple par rapport à ça. Ouais. Parce que, surtout si on reste à une échelle individuelle. Après, le bonheur collectif, ce serait, voilà, ça serait aussi une maximisation, mais du coup, du point de vue du collectif. Donc, ça se trouve, il y aurait des personnes qui seraient 100% malheureuses, mais en moyenne, ça fait la meilleure moyenne. Bon, être 100% malheureux, je crois que ça n'existe pas. C'est comme être 100% heureux, ça n'existe pas non plus. Mais bon, Et j'exagère. ça pose des problèmes moraux si on cherche le bonheur collectif, jusqu'où on est prêt à aller pour assurer ce bonheur, que, et là c'est le fameux dilemme du tramway, Oui, est-ce que, je sais pas si vous le connaissez, voilà. oui, je le ok, connais. je l'ai fait rapidement,
Le dilemme du tramway, le trolley problème, c'est si tu as 5 travailleurs, par exemple, sur une voie de chemin de fer Mhm. et un train qui s'apprête à les renverser. Et tu peux tirer le levier et faire dériver le train vers une autre voie sur laquelle il y a un mec qui est attaché. Imaginons. Mhm. Est-ce que tu dois tirer le levier? Mhm. Parce que, en soi, si tu tires le levier, tu sauves en moyenne 4 vies, parce que 5 allaient mourir quand t'en tues que 1. Mais en réalité, est-ce qu'on peut pas dire que tu le tues parce que c'est vraiment toi qui as choisi de dévier le train? Est-ce qu'il vaut mieux rien faire et sacrifier des vies, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre la Initiative. responsabilité, l'initiative? Bah, Michael, toi qui es gendarme, Tu tires. justement, Tous les jours, tu tires sur le levier. En tant que gendarme, tu te dois de tirer sur le levier. tu dois Sur le tirer levier? sur le levier. Voilà. Ok. Parce que tu pars du Mais, principe. Mais genre de tirer dessus, hein, vraiment, et tu te dis, mais ça marche pas. mais par contre, attention, la personne qui se fait tuer, la seule personne, elle est innocente, totalement. Oui, Et donc, en tant que gendarme, tu tires sur le levier, oui. tu dois maximiser les vies. Ouais. Ok, donc, Parce que Mais tu un policier j'imagine, dirait pareil. j'imagine que tu considères que ne pas tirer sur le levier, c'est aussi prendre l'action de ne pas le faire. Parce Enfin, que les deux sont une action, et du ne coup, pas tirer sur le levier, c'est tuer 5 personnes. ok. Parce que t'as pas besoin, parce qu'en fait, si tu tires sur le levier, tu vas tuer une personne, on est d'accord. Ouais. Si tu tires pas sur le levier, tu vas en tuer 5 parce que tu avais le choix De tirer sur le d'en levier. tuer qu'une. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce que, bah, en tant que gendarme, c'est là-dessus qu'on nous appuie bien la chose, c'est que, on extrapole. On peut aller en prison, et c'est normal, si on tire, alors que c'était vraiment pas nécessaire, demander, proportionnel, enfin voilà, c'est normal. Je tire sur un gars comme ça, c'est même normal que j'aille en prison. Mais à beaucoup de moments, si je ne tire pas, bah, c'est normal aussi que j'en prenne tout autant. Ouais. Parce que, comment dire, un point de vue horrible. Alors, c'est extrêmement extrapolé, mais souvent les exemples très extrêmes, c'est les plus simples à comprendre. Un homme innocent, plus innocent dans une foule avec un gilet kamikaze. Dans 30 secondes, s'il est encore en vie, il explose. Non, bah non. Bah non, ça marche pas. Oui, oui, j'ai compris. Est-ce Mais que, voilà, tu vois, il y a une bombe. En gros, c'est soit tu tues quelqu'un, un homme, soit tu laisses la bombe exploser et l'homme y survit. Bah, c'est tout le temps une échelle de vie. Et à un moment, bah, même si l'homme est innocent au plus pur possible, faut pas réfléchir. Dans tous les cas, c'est, la situation est horrible, faut prendre la moins horrible. ouais, Et à un moment, bah, tu vas devoir tirer, tu vas devoir tuer, tu vas devoir mourir, mais pour estimer que tu vas pas prendre la bonne décision, mais la moins pire. ouais, ouais. Et c'est horrible à dire, mais il y a plein de moments où je suis sûr que dans ma vie tout court et dans ma carrière, il y a plein de moments où je vais devoir prendre des décisions où je vais me dire, putain, dans tout le choix, j'ai l'impression d'avoir des choix horribles, 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 mais je vais prendre le un peu moins pire. Ouais. Et le un peu moins pire est désastreux. Mais le un peu mentir est le meilleur. effectivement. C'est le meilleur des pires. Et du coup, ouais, qu'est-ce que vous feriez, tu vois? Je pense que je tire aussi. C'est compliqué de dire ce que tu ferais dans la vraie vie, mais Bah, c'est compliqué aussi Mm. si on étire Bien sûr. la situation, parce que imagine, la personne, c'est ta mère. Voilà. Ouais. Par exemple, c'est très très différent. Oui, mais voilà, Le mais ça reste. gendarme tirait, le Michael ne tirait pas du Ouais. tout. Parce qu'au final, ça reste une personne contre cinq. ouais. Et en fait, ce dilemme, tu peux faire énormément de variantes pour essayer de jouer avec les limites de ce qui est acceptable ou non. Ça varie beaucoup en fonction des gens. Et voilà, c'est exactement le même dilemme, hein. T'as un mec obèse sur un pont, c'est le seul moyen d'arrêter le train qui va foncer sur 5 personnes, c'est de jeter cette personne, Sur les rails. c'est de le pousser du pont pour qu'il tombe sur les rails et qu'il arrête le train. Est-ce que le gendarme le fait? Parce que on est sur exactement Ah, le même. On est sur. situation ne peut pas exister. Là, tu fais plus que tirer sur un levier, mais dans l'absolu, tu fais la même chose en termes de vie sauvée et de vie sacrifiée. Tu en sacrifies une pour sauver 5. Ah ouais, mais là, littéralement, c'est moi qui propulse une vie à la mort. Mais quelle est la différence entre toi qui propulse la vie à la main quand tu tires sur le levier? Donc quand tu tires sur quelqu'un.
C'est la même chose. Si tu tires Parce sur que, quelqu'un, c'est la ouais, balle qui va vers lui. Là, c'est juste lui qui va vers les rails. C'est la même mort. Enfin, pas la même mort, mais c'est la mort. Mais tu vois que le scénario est... et c'est pour ça que ce dilemme est affreux, parce qu'on trouve toujours un moment où on décide de changer notre... ouais, là, ce qui me pousse à dire que c'est différent, c'est parce que même dans ma tête, le scénario de pousser un Nobel, je me dirais, mais ça peut pas fonctionner. Vraiment, tuer un mec en plus, en faisant, je vais après voir la famille en disant, bah, je sais pas, vu qu'il est obèse, je pensais que ça allait arrêter. IMC, juste, c'est bizarre sur quoi, c'est tout. Le mec, c'est fou, il est plus petit, il en fait juste 2 kilos de plus que moi, en plus, genre, vraiment. Ah là là. J'avais une autre expérience de pensée à vous proposer Mhm. par rapport au fait d'essayer de maximiser son bonheur ou le bonheur des gens. Imaginez qu'il y ait des aliens, des extraterrestres qui arrivent sur Terre Mhm. avec une machine à expérience, qui est extrêmement bien sophistiquée et qui vous garantissent de vous procurer le plus de bonheur possible. Enfin, plus de plaisir possible et de vous rendre inconditionnellement heureux. Et le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rentres dans la machine, ils vont brancher ton cerveau des câbles et ils vont te plonger dans un fluide ou quoi que ce soit. En gros, tu vas être coincé dans une capsule, Le style Matrix. style Matrix. Tout ce qu'ils vont te faire, c'est t'injecter des influx nerveux et ils vont te simuler un monde à l'intérieur même de ton cerveau, un monde virtuel dans lequel tu es pleinement heureux. Mhm. Mais quand je dis pleinement heureux, c'est-à-dire heureux selon tes propres critères. Mhm. C'est-à-dire que si ce que toi tu considères comme étant ton bonheur, ça va t'être fourni. Et ils pourront même effacer le souvenir que tu as été en contact avec eux une fois. Et même, ils vont même pas maximiser le bonheur que tu souhaites, ils vont maximiser ton bonheur tout court. Même si tu n'es pas au courant que certaines choses vont te rendre heureuse, la machine va analyser ce que ton corps va préférer en termes de bonheur et ça va t'être donné. Est-ce que tu souhaites te brancher à cette machine? Honnêtement, oui. Oui, tu te branches à la machine. Donc, tu quittes le monde. Oui. Cependant, je ne le ferai que si mes proches le font également. Ok, ouais. Je ne peux pas imaginer que ce serait l'équivalent pour moi d'un suicide. C'est-à-dire retirer la vie d'un Oui, être de ta famille, tu vois. ouais. Si le dilemme t'est proposé à toi et à tes proches, et que vous vous concertez et que vous êtes sûr que la machine fonctionne, hein, Mm. c'est là il n'y a pas de doute. Voilà. C'est juste le dilemme de est-ce qu'on quitte le monde réel pour s'installer dans un monde virtuel qui nous procure plus de plaisir. J'en vois pas le mal. Ok, très intéressant. David? Ah non, moi, je sais pas. Je me branche pas. Ok. Est-ce que le fait que tu aies vu ou non le film Matrix, Non, non, ça n'a pas ok, d'impact. ok, donc vraiment, Non, je me branche pas parce c'est que... pas, c'est pas pour orgueil pour prendre la pilule rouge. Non, non. Ok, C'est parce que je suis déjà très satisfait de la vie réelle. d'accord. Si on est dans la vie réelle. Mhm. Parce que bon. De Oui, toute façon, je suis déjà dans la machine. Mais bon, évidemment, aucun moyen de le savoir. ouais, Donc, en prenant le postulat que je suis dans la vie réelle, ouais, là, dans ce podcast, ouais. euh, alors je rentre pas dans la machine parce que, voilà, je sens que déjà, je suis très satisfait de ma vie actuellement. Il y a des moments où je me sens mieux, des moments où je me sens moins bien, des moments où je m'ennuie, des moments où je suis très heureux. Enfin, c'est assez varié. J'aime bien savoir que c'est vrai, même si voilà, on va jamais savoir à 100%. Voilà. Si tu étais dans la machine, tu saurais que c'est vrai, quelque sorte. Oui, mais là-dedans, dans ma réflexion, il y a un piège où ça se trouve, il me propose l'opportunité de rentrer dans la machine, mais c'est une opportunité à un instant T. Et après, ma vie prend un tournant et je deviens malheureux d'un coup. Ah, Et vraiment un traumatisme, par exemple, un gros traumatisme. mais est-ce que tu regretterais de ne pas être entré dans la machine? Bah oui, sûrement, forcément. Parce que, enfin, qui ne regretterait pas? Ouais. Si ta vie devient que de la souffrance, alors que tu avais le choix du bonheur éternel, c'est un peu comme, enfin, éternel, jusqu'à la fin de tes jours, Ouais. c'est un peu comme si tu refusais le paradis. Ouais, c'est parce que ça qu'elle te propose, la machine, en fait. Oui. Et donc, la vraie question, c'est, est-ce que, en étant incertain de l'existence du paradis, tu accepterais un sorte de paradis artificiel? Mm. Euh, c'est quoi qui diffère de la question de se brancher à la machine?
Non, non, mais c'est la notion un peu de remettre, d'impliquer la foi dedans. Que Ouais, pour beaucoup de personnes, justement, le but, c'est d'aller au paradis, d'accéder au bonheur éternel, ouais. qui est du coup après la vie. Donc, Est-ce que ça serait jugé comme une mauvaise action de se brancher à la machine? Parce que en soi, si tu pouvais te brancher dans la machine pour avoir la meilleure vie ici-bas, et ensuite, quand tu mourrais, c'est ton corps biologique finira par mourir à un moment dans la machine, j'imagine, tu pourrais encore espérer d'aller dans l'au-delà, au paradis, pour te refuser sur la meilleure des vies ici-bas et dans l'au-delà. c'est vrai qu'au final, ce serait équivalent, en vrai, ce serait un paradis sur Terre. Ouais. Après, à part si, je sais pas comment sont jugés nos actes, mais si c'est jugé comme étant un mauvais acte et que ça nous retire des chances d'aller dans le paradis qui lui est éternel, là peut-être que ce serait effectivement une mauvaise idée de s'y venger. Mais ça, c'est rien n'est moins sûr. Mais donc, pourquoi je parlais du paradis, c'est que je trouve que ça nous donne une vision un peu différente de la machine. Ouais, Et c'est parce que là, d'un coup, on se dit, enfin, si on fait l'analogie avec le paradis, et si il n'y avait pas la règle comme quoi il faut pas se suicider, si on était conscient qu'il y avait un paradis et que on pouvait se suicider et que ça n'affectait pas, donc on avait une bonne vie, ouais, pourquoi pas se suicider maintenant? Pourquoi pas arrêter la vie et aller directement au paradis? ouais, Ça revient exactement ici. tout simplement pour la raison qu'on n'y croit pas. Moi, je crois pas. Et ceux qui y croient également que ce sujet ne les y emmènera pas. Mais heureusement qu'il y a cette règle parce que Bah, Ouais, parce que s'il y a un paradis, si tu suscites, tu acceptes pas. Parce que c'est la triche. Par équivalent. C'est faire un contrôle. Le but, c'est que, voilà, tu passes le bac. Le bac, mentionne très bien le bac réussi, c'est le paradis. Si tu le passes pas, tu peux pas accéder au bac. Ouais, non, si tu ne passes pas le bac, tu ne peux pas accéder au paradis. si tu foires le bac, Ouais, tu peux pas avoir le bac, par définition, tu l'as oui, foiré. oui, Si tu sors de la pièce pendant le bac, donc tu foires le bac. ouais, ouais, Donc, faut attendre que le bac t'ait donné ta note, pour savoir si tu l'as ou pas. Mais si tu sors de la pièce, tu quittes l'épreuve, bah, tu vois, ouais, je comprends. C'est sûrement un peu l'idée derrière. là c'est éliminatoire quoi. ouais, c'est ce que j'ai en tête, en tout cas. Ouais, Sauf s'il y a une excuse, tu vois, pour le médical. Par exemple, je sais pas, dans les cas les plus extrêmes, tu souffres d'une maladie ignoble qui juste te maintient en vie pour continuer de souffrir et ça ne t'apporte rien d'autre que de la souffrance à tes proches, de la souffrance psychologique parce que tes proches en pâtissent aussi, que toi-même tu décides de t'enlever ce qui t'alimente encore dans le bras, ça reste un suicide, mais justifié au nom du bonheur. Et là encore, on rentre dans le bonheur parce que la mort est plus belle que ouais, la vie ok, d'accord. dans ce C'est, moment-là. C'est intéressant ce qu'il dit. Parce que si le but c'est de maximiser son bonheur et on est persuadé que on n'a que du malheur, on est dans le bonheur négatif, ouais, ouais, donc faudrait se suicider. c'est un peu le problème de l'équitarisme, qui est le courant scientifique selon lequel il faut maximiser le bonheur du plus grand nombre. C'est qu'on arrive à des conclusions un peu troublantes qui sont qu'il faudrait tuer les malheureux pour Oui. augmenter le bonheur général. Mais donc, ça nous plaît pas trop parce qu'on considère que moralement, c'est peut-être un peu. Ou même en fait, si on prend plus loin, si le but c'est d'être positif en termes de bonheur, il suffirait de quelqu'un qui on va dire est à 49% heureux, mais à 51% malheureux dans sa vie. Et bah lui, il faudrait qu'il meure, parce que comment ça ferait un... Ouais. Après, bon, c'est pas que ça me quantifie en pourcent, c'est. Non, oui, c'est... Ouais, je comprends l'idée. C'est si t'es un tout petit peu plus malheureux sur la balance que heureux, dans ce cas-là, tu mérites de. Ouais. Ouais, Mais pas forcément, parce que regarde, derrière, tu penses à la famille de ses proches de ce proche-là va être triste, et là, d'un coup, tu crées beaucoup plus de malheur, parce que si tu intègres dans la société. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, il faudrait peut-être voir le potentiel aussi. L'exemple du vieux malade, c'est parce que dans tous les cas, t'es malheureux et ça va n'aller que dans ton sens. Donc, quand Ouais. t'es à 49%, je peux trouver quelques paramètres. Genre, imagine, t'es à 49%, ah, mais oui, t'es mort. Ah non, bah, je reste heureux. Et non, putain, 49, je prends. Voilà.
Non, c'est une... Ouais. Par contre, ça reste intéressant l'échelle mondiale. Mais après, je trouve ça fantastique. Très bizarrement, tu vois, qu'on se pose des questions qui ne nous concernent tellement pas, tellement c'est haut en termes de hiérarchie. Enfin, déjà, qu'on se pose des questions sur la vie humaine, ça encore pour ça, ok, parce qu'on a tous, tu vois, notre maillon, on a tous un maillon de la chaîne et tout, on fait bouger la chaîne de la vie humaine. Ouais. Mais, et donc, c'est une hérésie de donner, d'essayer de trouver le sens, le but de la vie. Pour nous, on est genre, putain, on n'est même pas poussière, tu vois. Tellement rien. Et nous, on va se dire, ah, pourquoi la vie? Mais Mais, juste, est-ce que ouais, c'est pas trop de questions? bah, je sais pas, parce que moi, me poser ces questions, ça me fait me sentir heureux. Parce Ouais, que, c'est bon. bah voilà. Et du coup, ça marche. Parce que du coup, ça marche dans la théorie, c'est-à-dire que philosophie, littéralement, amour du savoir, c'est intéressant d'essayer de connaître les choses. Et ça me procure du plaisir de comprendre les choses. Et du coup, parler de but, même si on sait qu'on n'en tiendra jamais, il y a des questions en philosophie, on y pense depuis des siècles, peut-être des millénaires, et en fait, on sait qu'on n'aura vraisemblablement jamais une réponse claire. Mais en fait, on continue de se les poser, parce que je pense que ça contribue un peu à notre bonheur. Oui, c'est bon. Je voulais revenir justement à ce que tu disais sur le fait qu'on est poussière. Du coup, on parlait du but de la vie. Ouais. Mais et si en fait la vie n'était qu'une partie du but? Si en fait il y avait un but, pas de la vie, un but tout court. Et qu'en fait il dépassait la vie parce que si on part du principe que la vie n'est que sur Terre et que qu'elle n'existe nulle part dans l'univers, bon, Ouais. là on n'est pas sûr, mais bon, si on part de ce principe-là, la vie serait juste un fait d'une curiosité de l'univers qui est quasiment invisible. Oui. Mais imaginez en fait l'univers a un but propre. Donc la vie, elle serait que une subordonnée de ce but, vu qu'elle serait à l'intérieur d'un but ultime. Donc Ouais. donc là, ça dépasserait le but de la vie euh, pour un but de l'univers, quoi. Si la vie sur Terre, c'est la seule vie, qui aurait décrit ce but de l'univers? Ce serait un but, ce serait auto... En fait, justement, il n'y aurait pas de qui. Enfin, ce serait euh, des forces plus fortes que un qui. Les forces élémentaires, la gravité, le temps, l'espace-temps, tout ça. Qui, Je vois mal comment on peut les prendre, ces valeurs-là. Je vois mal comment on peut leur donner un but. De l'extérieur, on a toute l'impression qu'elles existent en tant que telles, sans but. si on admettait, si la vie c'est de la naissance au décès, et que l'univers, il a une naissance puis un décès, il a aussi une vie. Mmh. C'est pas faux. Donc, si on admettait que toute vie a un but, ce qu'on n'a pas forcément admis là maintenant, mais si on l'admettait, ça veut dire que l'univers a un but aussi. Et Est-ce donc, que, ça serait un but qui dépasserait notre but à nous. Enfin, en termes d'échelle. ouais, enfin, je sais, vous passerez, mais en termes de ce que c'est, est-ce que ce serait pas juste une... Ah, est-ce qu'on n'aurait pas le même but? Est-ce que toute vie n'a pas le même but? Donc, ouais, c'est Un but universel. un but littéralement universel, oui. se perpétuer, être heureux? Mais comment l'univers pourrait se révéler? Bah, peut-être justement en persévérant dans son être, le conatus. Ouais, peut-être. Ne me regardez pas, j'ai pas la ref. Non, mais en fait, C'est hyper, mais je me suis jamais posé cette en vrai, c'est fou comme question. Mais le, le fait que l'univers pourrait se perpétuer de la manière dont on perpétue la vie, c'est sérieux comme hypothèse en physique parce que les univers cycliques, Oui, ça fait partie des théories sur la table. oui, oui. Un peu le Big Bounce. Ouais, le Big Bounce. Ouais. Et je sais pas. Oui, il y a plein de Et la théories. question, c'est est-ce qu'il y a un seul rebond? Ou est-ce qu'il y a plusieurs rebonds? Est-ce qu'il y a des multivers aussi? Parce que,
ouais, il y a un instant, bon, je suis pas du tout calé sur le sujet, mais il y a un instant où il y a un Big Bang. Une des possibilités, ce serait un Big Shrink, il me semble. Ce serait une des possibilités, ce serait que la gravité soit une force qui reprenne le dessus sur les autres forces dans l'univers et qui fait que l'univers se recontracte jusqu'à repartir à un point, une singularité. Et est-ce que là, ça rebondit pour rejouer l'univers à l'infini? Même si je crois qu'actuellement, on est plutôt sur le scénario Big Freeze, ça s'étend à l'infini et ça s'arrête pas de s'étendre. Ouais. Si l'univers n'a pas de mort, si il continue à s'étendre, ou s'il est cyclique, ce Ouais. serait pas une vie comme on l'a. Enfin, est-ce que quelqu'un d'immortel Bah, ce a une serait, vie ce serait une vie qui donne naissance. à sa propre vie? Ouais. Donc il faut n'est pas la même, mais lui ressemble énormément. Parce que la nouvelle vie n'aurait pas les mêmes systèmes solaires, n'aurait pas les mêmes galaxies, mais pourtant ça reste le même principe. Hmm. Oui, en fait, nous, on est tellement infime par rapport à l'univers qu'on serait juste des probabilités qui peut-être seraient. Enfin, c'est comme si on avait une personne, on va prendre Alexis, et qu'on le recopiait, mais il avait un bouton différent sur le visage. Ouais, On le remarquerait quasiment pas. Et à ouais. l'échelle de l'univers, on est encore plus petit qu'un Mm. bouton, donc sur un visage. Je Donc pense peut-être que, que quand, genre, si on prend tout l'univers, on penserait que c'est le même, mais ça serait juste une question de Ouais. probabilité si jamais nous, par exemple, en tant qu'humains, on existe sur une une terre alterne. si on n'est qu'un bouton dans l'univers, si on n'est qu'un point infime et que l'univers a un but, en quoi est-ce que nous, sur Terre, on est en mesure de changer ce but et de le faire aller d'un côté ou de l'autre? Je pense qu'on est juste totalement muet et impuissant face à ce qui se passe dans l'univers. Mais pas à notre échelle individuelle, mais à notre échelle de Terre. C'est-à-dire, peut-être que nous, notre but, savoir, alors, je sais pas, on va délire, mais que, bah, on maintienne la Terre en bon état. Qu'elle reste, qu'elle Ta puisse, première partie, là. qu'elle maintienne la vie, qu'elle abrite encore la vie. Peut-être que notre but à nous, en tant qu'humains, c'est que la Terre continue d'abriter la vie. Persévérer la vie, mais pas en tant qu'espèce, en tant Ouais, que... mais ça marche que jusqu'à ce que le soleil englobe le système solaire. Et à l'échelle de l'univers, c'est juste une étoile qui meurt en plus, en moins. Au final, c'est, Ouais, mais si toutes les étoiles se maintiennent, comment dire, comme ça, bah, peut-être que ça va dans le sens du de la vie. Après, déjà, c'est difficile de trouver notre but à nous dans notre vie, ouais, ouais, bien sûr. trouver le but de l'univers et nous, notre utilité là-dedans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est faire l'analogie entre l'univers et nous, et notre corps et tous les organismes qui y habitent. Mm. Est-ce que tous les organismes qui habitent dans notre corps contribuent au but de notre vie? Ouais, en fait, une bactérie aurait autant d'utilité que nous Voire pour l'univers. plus en fait. Bah, une bactérie, il y en a des milliards. Ouais, mais je pense que Ouais. nous, on Mm. est très petits par rapport à l'univers. Sûrement plus qu'une bactérie Mm. par rapport à Ouais, nous. oui. Ce serait la bactérie de notre corps, et le corps, ce serait l'univers. Ouais. Ou le corps, ce serait juste la Terre, déjà. Enfin, non, là, encore l'échelle, elle est hachée. Mais est-ce qu'une bactérie influe dans le sens de notre vie? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans le sens dans Elle notre a un vie? rôle, mais extrêmement difficilement quantifiable tellement c'est petit. Mais elle en a un. Bah, si elle en a un, ça veut dire que sûrement nous on en a un aussi alors dans l'univers. Ouais. Parce Et même que si, même si c'en est pas un qui est durable dans le temps, parce que les bactéries, elles meurent toutes dans notre corps et elles se renouvellent. oui, Mais elles ont participé pendant un petit moment, à un petit endroit, d'une petite manière, à notre vie. ouais, effectivement. Et parce que la bactérie, son but, c'est de, bah, peut-être manger, se déplacer. C'est pas elle qui dit, OK, bah, je vais faire ça. C'est juste comment dire, comme tu avais dit, tu vois, sa mécanique et la pousse à faire ça, à faire que, Mhm. qui du coup lui donne ce sens-là de la vie. C'est, je te fais naître, et Mais en t'as fait fait, dans tes paramètres, c'est faut que tu avances et que tu manges. OK, moi je vais faire ça. Mais nous, tu vois, est-ce qu'on n'est pas avec des plein de paramètres, tu vois, prédéfinis en mode, OK, bah toi tu vas avancer, construire, nanana. Et que le paramètre qui fait
un peu tout foiré et en même temps qui expose tout, c'est juste la conscience que la bactérie n'a pas. Bah oui, oui, mais c'est le paramètre, nous, qui nous... Si on n'avait pas de conscience, il y aurait zéro problème. Il y aurait même pas de question. Il n'y a pas de question. Donc oui, mais je pense que c'est un problème magnifique, parce que ce qui nous permet de nous dire, contrairement à la bactérie, parce que la bactérie, elle a des paramètres, elle fait ce qu'elle a à faire pour sa vie, mais elle ignore qu'elle contribue à la nôtre. Mm. Nos bactéries intestinales, elles jouent un rôle dans notre santé, mais en fait, elles, tout ce qu'elles font, c'est vivre pour elles, mais elles jouent un rôle dans notre santé. Nous, peut-être qu'on vit pour nous, mais qu'on joue un rôle dans un but quelque part dans l'univers, quelqu'un pour quelque chose. Peut-être. Mais encore une fois, il faudrait pas que ça nous fasse trop nous sentir importants. Peut-être que pas du tout, il y a zéro rôle dans l'univers. Et en fait, tout est totalement absurde, on est le néant et on va juste s'éteindre un jour et il va juste rien se passer et pas de but. Oui. Et c'est chill. Et c'est pas grave. Ouais. Moi, en fait, mon avis personnel, il s'aligne plutôt avec ce que tu viens de dire. C'est que je pense qu'il n'y a pas de but dans l'univers, on n'a pas de but concret à notre vie. Euh, les choses, bon, il y a des choses qui sont arrivées par hasard, ce genre de choses. Et, même si, bah, du coup, c'est compliqué de penser en dehors de hasard si on pense de cette manière, parce que tout c'est une question de probabilité. Mais donc, on n'aurait pas de but en tant que tel, et il faudrait chacun s'attribuer un but à réaliser. Donc là, nous, je crois qu'on s'aligne plutôt pour le bonheur, donc maximiser le plaisir et tout dans ce qu'on a dit. Mais ça serait que un but parmi d'autres, et ça serait un but auto-attribué et non un but ultime, un Ouais. but primordial, quoi. Et donc j'aime bien cette mentalité vu que je trouve que ça nous donne beaucoup de liberté. Parce que dans un univers incertain où l'on sait rien, en fait, enfin, quand sait très peu de tout. Parce que là, comme j'ai dit précédemment dans le podcast, si on est dans une simulation, techniquement, je peux pas dire que On non. veut pas du tout le savoir. Ouais, je peux pas le savoir. Il y a beaucoup de limitations de notre savoir. Et donc, dans la limitation de notre savoir et dans l'ignorance, je trouve que il faut se laisser une place pour se déterminer un but soi-même et poursuivre ce but, avoir le sentiment d'être heureux, de plaisir, d'échec, de réussite, tout ce qui va avec, pour avoir l'impression de vivre sa vie, quoi, de la vivre à son potentiel le plus haut qu'on ait dans notre contexte. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. À défaut de savoir réellement notre but, parce qu'on est toujours, tous nos questionnements sont totalement incertains. S'en donner un soi-même, ça peut être une option, ouais. Mais moi, si c'était à moi de m'en donner un, je me donnerais celui d'être heureux, justement. Je sais pas lequel vous vous donneriez vous. D'être heureux également parce que tout, bah, par définition, encore une fois, tu te donnes un but, tu veux l'atteindre, c'est parce que ça te rend heureux de l'atteindre. Donc, heureux devient le but, le but par définition, mais, euh, mais par levier, ça peut être d'autres choses. Ouais. Donc, Toi, il faut s'en trouver un. Est-ce que oui, tu t'en es trouvé un, justement? est-ce Et du que coup, est-ce qu'en te levant le matin, tu te dis, ah, je sais pourquoi je me lève? alors, bizarrement, un peu oui, mais pas dans le sens où il y a un but forcément précis, mais plus le but de profiter de ce que je peux. Bah, c'est un peu la même chose que le plaisir, quoi, parce que Mais peut-être dit de manière plus concrète, au final. ouais, peut-être il y a une nuance un peu à profiter. Parce que dans le profiter, il y a la notion de quand quelque chose arrive, l'attraper. Exactement. C'est saisir l'opportunité. Effectivement, j'essaye de saisir le plus d'opportunités que je peux quand elles arrivent. Bon, évidemment, il y a forcément des opportunités que je saisis pas, que je vois pas, ou que je peux pas par des conflits de la vie, quoi. C'est normal.
Mais en tout cas, c'est un des buts oui, que je me suis donné, c'est d'essayer de saisir les opportunités quand elles arrivent, en espérant justement que ça va me rendre heureux. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, vu que je me sens assez bien. Et donc après, il y a d'autres choses qui rejoignent ça. Donc comme j'ai dit précédemment, le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître soi-même. Qui suis-je? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Je pense que pour personne. Et donc il faut réfléchir à ce genre de questions pour se sentir mieux dans sa peau, je trouve. Un des buts, c'est se sentir mieux dans sa peau aussi. Enfin, ça fait partie de maximiser. Ouais. Ok, Donc, très intéressant. phrase de conclusion, Michael. Phrase de conclusion. Enfin, pas forcément phrase, mais Mot de la Ne fin. mot de regarde la pas fin. le monde tel qu'il est, mais regarde-le tel qu'il pourrait être. Tel que tu voudrais qu'il soit. Ouais. L'univers est incertain, donc faites ce que vous voulez. Demain, l'anarchie. Ok, ça marche. Bah les gars, c'était vraiment un plaisir. Est-ce que vous avez une recommandation? Franchement, l'attaque des Titans, ça reste un Ok. animé, un classique, plein de qualités et tout. Mais pour la réflexion de l'humanité, du but de la vie, de l'amitié, de plein de choses, t'es pas venu pour ça et pourtant tu réfléchis comme jamais tu pensais. Ok, excellent. Ok, David? donc continuons sur le but de la vie et tout. Moi, je recommande le film de Superman, qui Le est dame, sorti en 2025. Parce que en fait, ça te fait réfléchir aussi sur l'autodéterminisme. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais dans la vie? Bon, il y a une scène dans le film où justement Superman apprend que ses parents biologiques ne l'ont pas envoyé sur Terre pour les raisons qu'il croyait. Mais malgré tout, il décide quand même de continuer à faire le bien et de persévérer dans ça, alors qu'il n'a pas de raison concrète. C'est un choix. Et donc, je trouve ça assez beau et assez intéressant. Ok, Et toi, excellent. Alexis? Moi, je voulais recommander des chaînes YouTube Vas-y. qui sont très bien. Bah, Monsieur Phi, en l'occurrence, hein, mais il est très connu hein, déjà, il n'y a pas besoin de nous, mais Ouais. voilà. Ou la Fulloscopie, qui est vraiment... Je connais pas ce. Tu connais pas? Ouais. Il y a un gars qui analyse des effets de foule. Et ah oui, je connais. et c'est excellent. Ok, bah, très bien. Les gars, merci. Bah, merci, Merci à Alexis. vous. Et bah, à la prochaine pour un nouveau sujet. Oui, Merci. merci. Post-scriptum, on va parler de ma flemme. Putain. Quels sont tes Michael, c'est arguments? toi? Tu veux qu'on donne des arguments, c'est ta fait, mais est-ce Oui. qu'on en a vraiment besoin de chercher des arguments? Je sais pas, moi j'ai la flemme Bah de... voilà. Est-ce que tu as remarqué que ton blouson de dos est par terre? Ah, mais c'est pas grave. Est-ce que ça l'affecte? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça l'affecte de façon significative? Bah, ça, Est-ce que c'est grave? bah, grave en termes de mentalité, non, mais plus grave parce que ça le salit, Demain, je vais le mettre et je verrai aucune différence. mais parce que t'as aussi la flemme de le remettre sur le seuil pour éviter que même si c'est pas grave, le petit problème qui fait qu'il va être sali puisse être écarté. Et pour moi, c'est pas un problème, c'est ça la différence. Que les choses se salissent. Que là, une veste par terre soit salie. Alors que ici, le sol est ultra propre. Non, mais ça, c'est du bois, c'est de la matière, littéralement, tu vois le moins la poussière. Mais alors, je l'ai mis sur la plage. Là, ça te salit un peu. Mais pas assez pour que ça me dérange. Si tombait dans un tas de merde, là, je te dirais, bon, ça me dérange. Mais ce n'est pas le cas. C'est faux. C'est tombé dans un tas de merde, pour répondre à sa faute de la même façon, elle est dans un tas de merde. Si je la sors, ça va me faire quoi? Elle est dans le tout petit peu mon sale. Et là, je peux pas. J'ai arrêté ou j'ai pas arrêté? Ah non, t'as pas arrêté, C'est ce qu'on ça veut. continue. C'est là?